C'était une soirée fraîche de fin de printemps, l'air chargé de l'odeur de pin et de terre humide alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes de l'Oregon. Dan Harper, un camionneur de 40 ans à la barbe broussailleuse, aux yeux gris fatigués et vêtu d'une veste en flanelle usée, transportait un chargement d'électronique de bois à Portland. Son Mac Anthem de 2016 grondait sur la route 197, une autoroute de montagne isolée, serpentant à travers des forêts denses et des falaises rocailleuses. Il conduisait depuis 10 heures d'affilée, les épaules raides, les yeux lourds, le ronronnement du moteur le plongeant dans une torpeur dangereuse. Il avait désespérément besoin d'une pause. Dan connaissait cette route comme sa poche, chaque virage, chaque borne kilométrique gravée dans sa mémoire, mais ce soir-là, quelque chose attira son attention. Un panneau délavé sur la droite, à peine éclairé dans la lumière déclinante, indiquant aire de repos Cédar, station-service et toilettes. Il ralentit, fronçant les sourcils. Une aire de repos ici? Au beau milieu de nulle part, à des kilomètres de toute ville? Il ne l'avait jamais vu auparavant, mais la fatigue l'emporta sur la méfiance. Il actionna son clignotant, quitta l'autoroute et s'engagea sur le parking, le gravier crissant sous ses pneus. L'endroit semblait étrangement impeccable. Une station-service étincelante, un petit bâtiment de toilettes et quelques tables de pique-nique, le tout baigné dans la lumière crue des lampes au sodium. Ça semblait trop neuf pour ce coin reculé, mais Dan mit cela sur le compte d'une récente rénovation. Le parking était désert, pas une âme en vue, juste le murmure du vent dans les arbres. Pourquoi cet endroit lui semblait-il si étrange? Et comment avait-il pu le manquer toutes ces années? Dan se gara à l'extrémité du parking, le moteur du camion cliquetant en refroidissant, le silence des montagnes s'installant comme une couverture pesante. Il sortit, s'étirant les jambes, l'air froid lui mordant le visage, charriant une odeur de pain mêlée à quelque chose de plus âcre, comme du métal rouillé. La station-service brillait sous les lampes, ses pompes immaculées, les vitres sombres mais propres, sans une trace de doigt ni de saleté. Le bâtiment des toilettes semblait fraîchement peint, les tables de pique-nique impeccables, sans graffiti ni fientes d'oiseaux. C'était trop parfait, trop neuf pour un coin perdu sur la route 197. Dan secoua la tête, se disant que c'était probablement une rénovation, et remonta dans sa cabine. Il verrouilla les portières, inclina son siège et décida de faire une courte sieste pour chasser la fatigue. La cabine était chaude, imprégnée d'une odeur de diesel et de cuir usé, un réconfort alors qu'il fermait les yeux. Mais à peine commençait-il à sombrer que le vent se leva, sifflant à travers les arbres, portant un son faible mais régulier. Toc, toc, toc. Cela venait de la portière côté conducteur, lent et délibéré, comme si quelqu'un frappait avec ses jointures. Les yeux de Dan s'ouvrirent brusquement, son cœur bondissant dans sa poitrine. Il se redressa, jetant un œil par la vitre, rien que l'obscurité, les lampes de la station projetant de longues ombres sur le parking. « Qui est là ?» lança-t-il, la voix tremblante, résonnant dans la cabine. Pas de réponse, juste le vent, le bruit des coups envolés. Il se frotta le visage, marmonnant. « Juste les arbres, Dan. Calme-toi. » Mais l'air semblait plus lourd, l'odeur de rouille plus aiguë, la nuit vibrant d'une énergie vivante. Quel était ce bruit, et pourquoi semblait-il si proche? Il tenta de se recoucher, mais les coups reprirent, plus forts, plus insistants. Toc, toc, toc. Il faisait trembler la portière, le rythme étrange, comme un battement de cœur. Le pouls de Dan s'accéléra, ses paumes moites alors qu'il saisissait une lampe torche sur le tableau de bord, le faisceau vacillant tandis qu'il le dirigeait à l'extérieur. Le parking semblait inchangé, vide, la station-service luisante, mais les ombres s'étiraient plus longuement, les lampes plus faibles, clignotant légèrement. Il déverrouilla la portière, sa respiration formant un nuage dans l'air glacial, et sortit, ses bottes crissant sur le gravier. « Il y a quelqu'un » cria-t-il, sa voix engloutie par la forêt. Rien, juste le vent, les coups silencieux à nouveau. Il balaya les environs avec sa lampe, le faisceau s'arrêtant sur la station-service et il se figea. L'endroit avait changé. Les pompes brillantes étaient rouillées, les vitres fissurées, l'enseigne au-dessus de la porte pendait à un boulon, grinçant en oscillant. Le bâtiment des toilettes s'affaissait, la peinture s'écaillait, le toit s'était effondré, de la mousse grimpant sur les murs. Les tables de pique-nique étaient pourries, le bois éclaté et éparpillé sur le sol, couvert de décennies de crasse. Les lampes au sodium clignotaient, certaines éteintes, baignant le parking dans une lueur jaune maladive. L'estomac de Dan se noua, l'air saturé d'une odeur de pourriture, bois moisi, moisissure, et cette note de rouille, maintenant mordante, comme du sang. Que s'était-il passé dans cet air de repos? Et comment avait-elle pu se dégrader si vite?
Il se retourna, le faisceau de sa lampe cherchant l'autoroute, il devait partir d'ici. Mais la route avait disparu. Là où la route 197 aurait dû se trouver, il n'y avait qu'un mur d'arbres, leurs branches entrelacées, l'obscurité entre elles dense et impénétrable. Son camion trônait seul dans le parking, intact, ses phares éteints, le moteur silencieux. La respiration de Dan s'accéléra, formant des volutes dans l'air glacial, la forêt murmurant des chuchotements doux, se chevauchant, trop faible pour être compris. Il courut vers l'endroit où l'entrée de l'autoroute aurait dû être, le gravier se transformant en boue sous ses bottes. Mais les arbres l'arrêtèrent, leurs troncs serrés comme une prison. Il se tourna vers l'aire de repos. La dégradation encore pire, le toit de la station-service était effondré. Les pompes penchaient comme des os brisés, l'air alourdi par la pourriture. Les coups reprirent, plus forts, venant de son camion. Toc, toc, toc. Il résonnait à travers le parking, plus rapide, désespéré. Dan sprinta en arrière, le faisceau de sa lampe bondissant, son cœur battant à tout rompre. Il ouvrit la portière de la cabine, s'attendant à moitié à voir quelque chose ou quelqu'un à l'intérieur. Mais elle était vide, les coups s'arrêtant dès qu'il toucha la poignée. L'odeur dans la cabine avait changé, le diesel et le cuir envolés, remplacés par cette puanteur de pourriture, l'air à l'intérieur glacial malgré le chauffage. Que se passait-il, et pourquoi ne pouvait-il pas retrouver l'autoroute? Dan remonta dans la cabine, claquant la portière, les mains tremblantes alors qu'il tournait la clé. Le moteur rugit, les phares perçant l'obscurité. Mais il n'éclairait rien, pas de route, juste des arbres et du brouillard, épais, roulant comme une vague. Il vérifia son GPS, l'écran bugant, la carte tournant en boucle, incapable de capter un signal. Son téléphone n'avait aucun réseau, bloqué, l'alarme silencieuse. Il attrapa sa radio CB, tournant le cadran, criant « Y à quelqu'un ? Je suis à l'aire de repos Cédar sur la 197, j'ai besoin d'aide. » Des parasites crépitèrent, puis une voix faible perça pas une réponse, mais une boucle, déformée, cassée. « Peut pas partir, coincé, tant. » Cela se répétait, encore et encore, les mots s'évanouissant dans les parasites, la voix vieille, paniquée, comme si elle était prisonnière depuis des années. Le sang de Dan se glaça, la cabine devenant gelée, l'odeur de pourriture l'étouffant. Il écrasa l'accélérateur, le camion bondissant en avant, visant l'endroit où l'autoroute aurait dû être. Mais les arbres se refermèrent, les branches grattant les flancs, le brouillard l'engloutissant entièrement. L'air de repos s'effaça derrière lui, ses lumières s'éteignant, les coups résonnant dans sa tête. Où était-il, et qu'était cet endroit? Le temps devint flou, des heures, peut-être des minutes. Tout semblait glissant, anormal. Le brouillard finit par se dissiper, et l'autoroute réapparut, la route 197 s'étendant devant lui, les arbres redevenus normaux, le ciel clair, étoilé. Dan freina brusquement, le camion dérapant, sa poitrine se soulevant. Il jeta un œil en arrière, plus d'air de repos, plus de panneaux, juste la forêt, l'entrée de gravier disparue. Son GPS bipa, fonctionnant à nouveau, indiquant qu'il était à 20 miles de l'endroit où il s'était arrêté. La radio CB était silencieuse, la cabine chaude, l'odeur de pourriture remplacée par celle du diesel et du cuir. Il roula jusqu'à Portland, livrant sa cargaison à l'aube, mais cette nuit resta gravée en lui. Il interrogea d'autres camionneurs à propos de l'aire de repos Cédar, leur visage pâlissant. « Cet endroit n'existe plus depuis les années 70, dit l'un d'eux. Il a brûlé après un incendie, on raconte qu'un camionneur a disparu là-bas, pris dans une tempête. Ils ont essayé de le reconstruire, mais ça changeait sans cesse. Des chauffeurs le voient parfois, flambant neuf, puis pourri, comme piégé dans une boucle temporelle. Ils entendent des coups, des voix, ils disent que ça vous aspire, que ça ne vous lâche pas. » La gorge de Dan se serra, les coups résonnant dans son esprit, la voix de la radio en écho. « Peut pas partir, coincé. » Il arrêta le camionnage un mois plus tard, les montagnes trop effrayantes, le silence trop pesant. Il s'installa dans une petite ville, prit un emploi dans une quincaillerie, essayant d'oublier. Mais chaque printemps, les camionneurs sur la route 197 commencèrent à parler sur la radio CB d'une aire de repos qui ne devrait pas être là, brillante, puis délabrée, l'autoroute disparaissant, les coups à leur portière. Certains entendirent des voix, prisonnières et en boucle, implorant une délivrance. La plupart des chauffeurs évitaient l'endroit après la tombée de la nuit, disant que l'aire de repos Cédar existait hors de la réalité, attendant de piéger la prochaine âme qui s'y arrêterait. Story Number 2, le convoi sans lumière. C'était une nuit d'encre en fin de printemps, le désert du Nevada s'étendant sous un ciel étoilé, l'air sec et frais.
Ray Carter, un camionneur de 47 ans au visage buriné, aux yeux marron perçants et vêtu d'une veste en cuir usé, transportait des pièces militaires de Las Vegas à une base secrète près de Rachel. Son Freightliner Cascadia de 2021 roulait sur l'autoroute 375, surnommée l'autoroute extraterrestre, un tronçon désolé connu pour ses histoires d'ovnis et ses étranges vibrations. Ray conduisait depuis 9 heures, les mains fermes sur le volant, la cabine emplie d'une odeur d'huile et de la note métallique de sa cargaison. L'autoroute était déserte, rien que du sable et des arbres de Josué sous les étoiles, le silence brisé uniquement par le bourdonnement de son moteur. Il avait parcouru cet itinéraire maintes fois, toujours de nuit à cause de la cargaison sensible, mais ce soir-là, quelque chose clochait, l'air trop immobile, l'obscurité trop épaisse, comme si le désert retenait son souffle. C'est alors qu'il les aperçut une file de camions devant lui, 4, avançant en parfaite synchronisation, leurs feux arrière éteints, leur forme à peine visible dans la nuit. Le cœur de Ray s'emballa. Pas de lumière sur cette autoroute? C'était chercher les ennuis. Il ralentit, plissant les yeux, l'air devenant plus lourd. Que faisait-il, et pourquoi était-il si silencieux? Ray attrapa ses jumelles sur le siège passager, le grondement du camion stable tandis qu'il regardait devant. Le convoi était bien réel, 4 camions militaires à l'ancienne, carrés et rigides, avançant comme une seule unité, sans déviation, sans bruit, juste des formes sombres glissant sur l'asphalte. Il ne pouvait discerner aucun conducteur, les cabines trop sombres, les remorques trop immobiles. Sa radio CB restait silencieuse, pas de bavardage, pas de signaux, juste des parasites. Son GPS fonctionnait correctement, indiquant qu'il était à 20 miles au sud de Rachel. La curiosité l'emporta sur l'inquiétude qui lui nouait les tripes. Peut-être faisait-il partie d'une opération secrète, se dirigeant vers la même base? Il décida de les suivre, gardant ses distances, le convoi roulant à une vitesse constante de 50 miles à l'heure. La route s'étendait, le désert inchangé, les étoiles s'effaçant alors que des nuages fins arrivaient. Il les suivit pendant des miles, l'air sec, le silence oppressant, le convoi ne ralentissant jamais. Puis, l'écran de son GPS se brouilla à des lignes zigzagantes, la carte tournant en rond, avant de s'éteindre complètement. Sa radio CB grésilla, puis se tut, même les parasites disparus, rien. Le pouls de Ray s'accéléra, l'odeur d'huile se mêlant à une légère note poussiéreuse, la nuit se refermant sur lui. Il regarda devant, les camions avaient disparu. Aucun virage, aucun bruit, juste envolé dans l'obscurité. Il pila, le camion dérapant, la poussière tourbillonnant autour de lui. Que venait-il de se passer? Et où étaient-ils allés? Ray resta là, respirant fort, la cabine soudain plus froide, l'odeur de poussière plus forte, comme si du sable s'était infiltré. Il attrapa une lampe torche, le faisceau tremblant alors qu'il sortait, ses bottes crissant sur l'asphalte. L'autoroute s'étendait, vide dans les deux directions, aucun signe du convoi, aucune trace de pneus sur la route. Il balaya le désert avec sa lampe sable, rocher, rien d'autre. Son téléphone n'avait aucun réseau. La batterie à 15% bien qu'elle ait été pleinement chargée plus tôt. Il remonta dans la cabine, essayant la radio CB à nouveau rien. Le GPS restait éteint, l'écran clignotant. Il devait faire demi-tour, retourner à Rachel, signaler cela à la base. Il passa la vitesse, fit demi-tour avec le camion et repartit dans la direction d'où il venait du moins, le pensait-il. Après quelques minutes, il vit quelque chose de glaçant. Des traces de pneus dans le sable sur le côté de la route, fraîches et larges, comme les siennes. Elles formaient un cercle parfait, croisant son chemin, ne menant nulle part. Son estomac se noua, le faisceau de sa lampe tremblant alors qu'il les suivait, c'était ses traces, revenant à l'endroit où il s'était arrêté. Il n'avait pas autant tourné, n'avait pas roulé en rond, mais les traces disaient le contraire. Le désert semblait se déformer, l'horizon basculant, les étoiles désaxées, comme s'il était coincé dans une boucle. Comment cela arrivait-il? Et pourquoi ne pouvait-il pas retrouver la ligne droite de l'autoroute? Les mains de Ray tremblaient alors qu'il redémarrait le moteur, le camion rugissant. Mais le voyant de la batterie clignotait, l'énergie se vidait rapidement, maintenant à 5%. Il avança, espérant briser la boucle, mais les traces réapparaissaient, encerclant, le narguant. L'air devenait plus froid, l'odeur de poussière étouffante, la nuit vibrant de chuchotements des voix douces, se chevauchant, trop faible pour être distinguée. Puis, la radio CB grésilla, des parasites éclatants, suivis d'une voix militaire, paniquée. Convoi Delta, ici lead. Nous sommes hors course, je répète, hors course. Aucun visuel, aucun repère. 17 mai 1963. La transmission s'interrompit, les parasites revenant,
Puis la même voix recommença, en boucle. Convoi Delta, hors course. 17 mai 1963. Le sang de Ray se glaça, la cabine gelée, l'odeur de poussière devenant métallique, comme de l'acier rouillé. 1963 ? Cela raviva un souvenir, une histoire entendue dans un dîner des années auparavant, à propos d'un convoi militaire disparu sur l'autoroute 375 lors d'une mission secrète. 4 camions, transportant une technologie expérimentale, s'étaient volatilisés, pas d'épave, pas de corps, juste disparus. La base avait étouffé l'affaire, mais les locaux parlaient de lumières étranges, de glissements temporels, le désert les ayant engloutis. Le cœur de Ray battait à tout rompre, la radio en boucle, hors course. 1963. Écoutait-il ce convoi perdu? Et étaient-ce les camions qui l'avaient suivi? Il éteignit la radio CB, la voix se coupant, mais les chuchotements dans le désert s'amplifièrent, plus clairs. Peut pas nous trouver. La batterie tomba à 2%, les lumières du camion faiblissant, le moteur tout sautant. Ray écrasa l'accélérateur, désespéré de s'échapper, le camion bondissant à travers le sable, les traces en cercle partout, le désert devenu un labyrinthe. L'air scintillait, les étoiles tournaient, l'horizon se déformant comme un mirage. Puis, soudain, l'autoroute réapparut, droite et claire, les traces disparues, le désert redevenu normal. Ray freina brusquement, le camion dérapant, sa poitrine se soulevant. Le GPS se ralluma, indiquant qu'il était à 10 miles au sud de Rachel. La radio CB crépitait doucement, sans voix, juste des parasites. La batterie de son téléphone remonta à 50%, le réseau revenu, la cabine se réchauffant, l'odeur de poussière s'estompant pour redevenir huile et métal. Il roula jusqu'à Rachel, livra les pièces à minuit, mais cette nuit ne le quittait pas. À la base, il demanda des nouvelles du convoi, la voix tremblante. Le visage de l'officier se crispa. « C'est classifié, dit-il, mais ses yeux le trahirent, peur, reconnaissance. Ne fouille pas sur la 375. Certaines choses ne reviennent jamais. » Ray abandonna le camionnage un mois plus tard, le désert trop effrayant, le silence trop pesant. Il déménagea à Reno, prit un emploi dans un atelier de mécanique, essayant d'oublier. Mais chaque printemps, les camionneurs sur l'autoroute 375 commencèrent à parler sur la radio CB d'un convoi sans lumière, 4 camions, sans feux arrière, disparaissant dans la nuit. Certains les suivirent, comme Ray, et trouvèrent leur GPS mort, leur radio silencieuse, leurs traces tournant en rond dans le sable. D'autres entendirent des messages radio, des voix de 1963, en boucle, implorant « Hors course, peut pas nous trouver ». La plupart des chauffeurs évitaient l'endroit après la tombée de la nuit, disant que le désert retenait des choses, les piégeant dans des boucles hors du temps. Ray gardait sa vieille radio CB sur une étagère dans son appartement à Reno, un souvenir. Un petit matin, la pièce devint froide, l'air poussiéreux, la radio grésillant toute seule. Une voix perça, la même intonation militaire. Convoi Delta, hors course. 1963. La fenêtre s'embua, les chuchotements revinrent. Peut pas nous trouver. Ray arracha la prise, le cœur battant, la pièce gelée, la poussière retombant. Il n'avait pas été près de la 375, mais les voix l'avaient retrouvé. Ce convoi sans lumière, ces traces en cercle, ces soldats perdus, ils étaient toujours là, piégés dans le désert, appelant à travers le temps. Ray échapperait-il jamais à la boucle qui murmurait maintenant à travers ses murs? Story number 3. La remorque gelée. C'était une nuit impitoyable de fin de printemps, le genre de nuit où le froid vous transperce, peu importe à quel point vous montez le chauffage. Une violente tempête de neige déferlait sur le Dakota du Nord, transformant les routes près de Fargo en un cauchemar blanc. Ethan Brooks, un camionneur de 39 ans au visage marqué, aux yeux verts fatigués et portant un bonnet en laine enfoncé sur la tête, transportait une remorque réfrigérée qu'il avait récupérée plus tôt ce jour-là. Son Kenworth T680 de 2019 avançait dans la tempête, la cabine chaude mais imprégnée d'une odeur de diesel et d'une légère note de givre venant de l'extérieur. Il conduisait depuis 11 heures, les mains crispées sur le volant, les essuie-glaces luttant contre la neige, peinant à suivre. La neige s'amoncelait, le vent hurlant comme une meute de loups. Il avait récupéré la remorque dans une installation abandonnée juste à la sortie de Fargo, un entrepôt rouillé aux fenêtres brisées et au toit affaissé, le genre d'endroit qui semblait n'avoir pas vu de vie depuis des années. Les documents indiquaient « équipement non périssable », destiné à une maison funéraire désaffectée à Morehead, Minnesota. Étrange. Mais Ethan avait transporté des cargaisons plus bizarres en 15 ans de métier.
Ce qui le tracassait, c'était la froideur de la remorque lorsqu'il l'avait accrochée, bien trop froide, même pour une unité réfrigérée, l'air autour lui brûlant les doigts à travers ses gants. Pourquoi ce boulot lui semblait-il si étrange? Et pourquoi la remorque était-elle si glaciale? Ethan avait vérifié la remorque à l'entrepôt, le cadenas bien fermé, l'intérieur un vide gelé vide, autant qu'il pouvait voir, juste des parois métalliques brillantes et un bourdonnement sourd de l'unité de refroidissement. Mais alors qu'il roulait à travers la tempête, l'inquiétude grandissait. Plus tard dans la soirée, avec une visibilité quasi nulle, il entendit un bruit survenant de la remorque, étouffé par la tempête mais assez fort pour faire bondir son cœur. Boum, boum, boum. C'était régulier, comme si quelque chose de lourd se déplaçait à l'intérieur. Il baissa la radio, des chansons country pleines de parasites et écouta, le vent hurlant dehors. Boum, boum. Puis, un nouveau son, un grattement, aigu et délibéré, comme des ongles raclant le métal. Ethan serra le volant plus fort, sa respiration formant un nuage dans la cabine malgré le chauffage. « Nom de Dieu !» murmura-t-il, jetant un œil dans le rétroviseur latéral, la remorque une ombre floue dans la neige. Les documents parlaient d'équipement, non périssable, impossible que ce soit un animal, et encore moins une personne. Il l'avait verrouillé lui-même. Mais les bruits continuaient, les chocs plus lourds, les grattements plus forts, l'air dans la cabine se refroidissant, l'odeur de diesel se mêlant à quelque chose de rance, comme une pourriture gelée. Qu'y avait-il dans cette remorque, et pourquoi semblait-elle si vivante? Il continua à rouler, la tempête empirant, la route glissante, ses nerfs à vif à chaque choc et grattement. Plus tard dans la nuit, il aperçut une station de pesée devant lui, ses lumières clignotant à travers la tempête, une lueur d'espoir dans le blizzard. Il devait vérifier la remorque, il ne pouvait pas continuer avec ce bruit, sans savoir ce qu'il y avait derrière. Il s'arrêta, le parking vide à part une berline couverte de neige, le bureau de la station sombre, probablement déserté à cause de la tempête. Ethan se gara, coupa le moteur et resta un instant, le silence résonnant, les chocs et grattements plus forts, résonnant à travers le parking. Il attrapa une lampe torche, les mains tremblantes, l'air extérieur à un glacial -26°C, la neige lui piquant le visage alors qu'il sortait. La remorque se dressait derrière la cabine, son unité réfrigérée bourdonnant, le givre grimpant sur les côtés, le cadenas luisant de glace. Il colla son oreille contre la porte glaciale contre sa peau et l'entendit. Un grattement faible, désespéré, plus proche maintenant, comme si quelque chose essayait de sortir. « Hé, y a quelqu'un là-dedans » cria-t-il, sa voix perdue dans le vent. Pas de réponse, juste plus de grattements, les chocs s'arrêtant, le silence encore pire. Il déverrouilla le cadenas, les doigts engourdis, et ouvrit les portes, un air glacial jaillissant, formant un brouillard dans la tempête. Le faisceau de la lampe révéla des parois couvertes de givre, le métal luisant de glace et des marques de griffes. Des rayures profondes, irrégulières, marquaient l'intérieur, certaines fraîches, d'autres encroûtées de givre, comme si elles avaient été gravées au fil des années. L'estomac d'Ethan se noua, le faisceau tremblant, l'odeur de pourriture gelée plus forte, comme si quelque chose avait été piégé là-dedans pendant des décennies. Qu'est-ce qui avait fait ces marques, et pourquoi étaient-elles si récentes? Il referma les portes violemment, les verrouilla, le cœur battant, la tempête rugissant autour de lui. De retour dans la cabine, il mit le chauffage à fond, mais la température continuait de chuter, d'abord 18°C, puis 10°C, puis 4°C, du givre rampant sur le pare-brise de l'intérieur, sa respiration visible dans l'air. L'odeur de diesel avait disparu, remplacée par cette pourriture gelée, la cabine glaciale, ses doigts engourdis même dans ses gants. Il vérifia l'unité réfrigérée de la remorque sur le tableau de bord, elle indiquait -34°C, bien trop froid pour de L, équipement. Les chocs reprirent, plus forts, les grattements frénétiques, comme si quelque chose essayait de percer le métal. Ethan écrasa l'accélérateur, le camion bondissant sur la route, la station de pesée s'effaçant dans la neige. Il devait atteindre Mohoread, larguer cette remorque et ne plus jamais regarder en arrière. Mais le froid le suivait, la cabine à 0°C, ses dents claquant, le givre s'étendant, les grattements résonnant à travers les parois. Il jeta un œil à la caméra de tableau de bord, son voyant rouge clignotant, enregistrant tout. Il vérifierait plus tard, s'il survivait à cette nuit. Pourquoi le froid se propageait-il, et qu'est-ce qui essayait de sortir? Le trajet jusqu'à Mohoread prit 3 heures épuisantes, la tempête implacable, la route un désastre gelé. Bien après minuit, Ethan arriva à l'endroit de livraison, une maison funéraire désaffectée à la périphérie de la ville, ses fenêtres condamnées, l'enseigne « Mohoread repos éternel », délavée et fissurée.
Le parking était vide, des congères s'amoncelant contre le bâtiment, l'air immobile mais lourd, l'odeur de pourriture plus forte, s'échappant de la remorque. Ethan se gara, son corps engourdi par le froid, la cabine à moins 6 degrés Celsius malgré le chauffage à fond. Il devait vérifier la caméra de tableau de bord, cette livraison semblait définitive, comme s'il n'aurait pas d'autre chance. Il rembobina les images, l'écran montrant l'arrêt à la station de pesée, la route, puis sa sieste plutôt à une station-service lorsqu'il avait dormi 1 heure. Pendant cette sieste, la caméra avait capturé quelque chose. Une ombre se déplaçant à l'intérieur de la remorque verrouillée, humanoïde mais déformée, ses contours flous, allant et venant, griffant les parois. Le sang d'Ethan se glaça, les images en boucle, les mouvements de l'ombre correspondant au choc et grattement qu'il avait entendu. Il n'avait pas ouvert la remorque depuis Fargo, elle était verrouillée tout du long. Ses mains tremblaient, l'écran clignotant, l'odeur de pourriture l'étouffant, la cabine à moins 12 degrés Celsius, le givre recouvrant tout. Qu'était cette ombre, et comment était-elle entrée? Ethan sauta hors de la cabine, la tempête plus calme maintenant, la neige tombant doucement, la maison funéraire se dressant comme une crypte. Il appela le numéro de contact sur les documents, pas de réponse, juste un ton de déconnexion. Il frappa à la porte du bâtiment, criant « Livraison !» « Y a quelqu'un ?» Rien, juste le vent, l'unité réfrigérée de la remorque bourdonnant, les grattements faibles mais constants. Il devait en savoir plus, ce n'était pas juste de l'équipement. Il appela un ami, Karl, un camionneur qui connaissait la région, la voix tremblante en expliquant la remorque, les marques, l'ombre. Le ton de Karl devint grave. Cette maison funéraire a fermé dans les années 90 après un scandale, des corps ont disparu, jamais retrouvés. On disait qu'il faisait des expériences, les congelait, une sorte de technologie de préservation. Il y a quelques années, des camionneurs transportant depuis cet entrepôt de Fargo ont commencé à entendre des choses, des chocs, des grattements. Un gars a trouvé des marques de griffes, comme toi, et sa caméra a capturé des ombres. Ils disent que ce qu'ils ont congelé là-dedans, ce n'est pas mort, juste piégé, furieux. La gorge d'Ethan se serra, le téléphone lui glissant presque des mains. « Et le froid ?» demanda-t-il. Karl marqua une pause. « Ça te suit. Ce qui est là-dedans veut sortir. » La cabine semblait maudite, le givre une prison, la nuit un témoin. Que avait-il congelé? Et pourquoi était-ce encore vivant? Ethan largua la remorque dans le parking, la décrochant avec des mains tremblantes, les grattements plus forts, les portes tremblant comme si quelque chose frappait contre elle. Il s'éloigna, la cabine se réchauffant lentement, le givre fondant, l'odeur de pourriture s'estompant, mais les chocs résonnaient dans son esprit. Il arrêta le camionnage un mois plus tard, le froid trop réel, les ombres trop proches. Il déménagea à Bismarck, prit un emploi dans un entrepôt, essayant d'oublier. Mais chaque hiver, les camionneurs près de Fargo commencèrent à parler sur la radio CB de remorques réfrigérées venant de cet entrepôt, des chocs et grattements à l'intérieur, des marques de griffes couvertes de givre, des cabines devenant glaciales, des caméras capturant des ombres dans des unités verrouillées. Certains suivirent les livraisons jusqu'à cette maison funéraire, toujours vide, les portes tremblant toutes seules. L'entrepôt restait abandonné, mais les remorques continuaient d'apparaître, attendant le prochain chauffeur. Un petit matin dans son appartement de Bismarck, Ethan sentit un frisson. Il avait gardé sa vieille radio CB sur une étagère, un souvenir. La pièce devint froide, l'air saturé de pourriture gelée, la radio grésillant toute seule. Un son perça, boum, boum, grattement suivi d'un murmure rauque. « Laisse-moi sortir !» La fenêtre se couvrit de givre, le froid se propageant, l'ombre de la remorque défilant dans son esprit. Ethan arracha la prise, le cœur battant, la pièce gelée, le givre rampant. Il n'avait pas été près de Fargo, mais le froid l'avait retrouvé. Cette chose gelée est-elle encore là dehors, griffant sa prison de glace, attendant le prochain chauffeur pour la libérer? Story number 4 Air mort. C'était une nuit orageuse de fin de printemps, le genre de nuit où le ciel s'ouvre et où la pluie tombe à seaux, les éclairs ébranlent les routes secondaires des Appalaches en Virginie occidentale. Luke Daniels, un camionneur de 43 ans au visage marqué, aux yeux bleus fatigués et à la barbe broussailleuse, transportait une cargaison de bois de Charleston à Morgantown. Son Peterbilt 579 de 2017 grondait sur une route étroite et sinueuse, la cabine chaude mais imprégnée d'une odeur de pluie humide et de l'arôme piquant du pain de sa cargaison. Il conduisait depuis 8 heures, les mains fermes sur le volant, les essuie-glaces claquant contre le déluge, le tonnerre grondant comme une bête au loin. La tempête rendait chaque virage dangereux, la forêt de chaque côté formant un mur d'ombre.
Luc était habitué au trajet de nuit, la solitude étant un réconfort, mais ce soir-là, l'air semblait chargé, bien au-delà de la tempête. C'est alors que sa radio CB grésilla, perçant le chaos avec la voix d'une femme douce, désespérée, tremblante. « Aidez-moi, il ne me laisse pas partir. » Le cœur de Luc bondit, son pied relâchant l'accélérateur. Qui étaient ceux, et pourquoi semblait-elle si terrifiée? Luc attrapa le micro, les parasites bourdonnant alors qu'il répondait. « Eh, madame, vous allez bien? Où êtes-vous » Pas de réponse, juste plus de parasites, puis la voix à nouveau, les mêmes mots, en boucle. « Aidez-moi, il ne me laisse pas partir. » C'était effrayant, le ton figé, comme un enregistrement, mais la peur semblait brute, tranchant à travers le rugissement de la tempête. Luc changea de canal. Pensant que c'était peut-être une blague, les camionneurs s'amusaient parfois sur la CB, mais la voix le suivait, implorante, suppliante, sur chaque fréquence. Il monta le volume, ses mots plus nets maintenant, sa voix tremblante, presque en pleurs. « Aidez-moi, il ne me laisse pas partir. » L'esprit de Luc s'emballa, peut-être une situation grave, quelqu'un coincé à proximité? Mais la route était vide, pas de phare, pas de feux arrière, juste la pluie et les arbres. Il continua à rouler, la tempête empirant, les éclairs illuminant la forêt par flashs brutaux. Plus tard dans la nuit, il tourna dans un virage et le vit, un vieux camion accidenté sur le bord de la route, à moitié enlisé dans la boue, sa cabine écrasée, la peinture délavée en un verre terne. Cela correspondait à la description de la femme sur la CB. « Je suis dans une Chevy verte, sur le bord de la route, il arrive. » L'estomac de Luc se noua, la pluie battant plus fort, les parasites crépitant. Il ralentit, scrutant à travers le pare-brise. Le camion semblait ancien, rouillé, comme s'il était là depuis des décennies, des vignes rampant sur les pneus. Il n'y avait personne à l'intérieur, pas de traces dans la boue, juste l'épave, abandonnée et silencieuse. Qu'était ce camion? Et pourquoi correspondait-il à sa voix? Luc s'arrêta sur le bas-côté, le gravier crissant sous ses pneus, la tempête faisant rage autour de lui. Il attrapa une lampe torche, le faisceau tremblant alors qu'il sortait, la pluie le trempant instantanément, l'air froid et lourd de l'odeur de terre humide et de pin. Il s'approcha du camion accidenté, la radio CB grésillant toujours dans sa cabine, la voix de la femme en boucle. « Aidez-moi, il ne me laisse pas partir. » Les vitres de la Chevy étaient brisées, l'intérieur pourri, les sièges déchirés, mais aucun signe de quelqu'un, pas de sang, pas d'objet personnel, juste de la pourriture. Un éclair illumina un autocollant délavé sur la portière. WVR Dispatch 1982. Le cœur de Luc s'emballa, la pluie ruisselant sur son visage, les parasites devenant plus forts, la voix plus désespérée. Il remonta dans sa cabine, trempé et frissonnant, l'air à l'intérieur plus froid maintenant, l'odeur d'humidité se mêlant à quelque chose de aigre, comme de la moisissure. Il appuya sur le micro, lançant « Ici Gros Ours sur la route 19. Quelqu'un d'autre entend cette femme? Chevy verte, elle dit qu'elle a besoin d'aide. » Un deuxième camionneur, une voix rauque nommée Hank, perça les parasites. « Je l'entends, Gros Ours. Je l'entends depuis toute la nuit, même boucle. Il ne me laisse pas partir. Je suis à 10 miles au nord, mais j'ai vu cette épave aussi. Elle est là depuis toujours. Quelque chose ne va pas. » La gorge de Luc se serra, la cabine devenant plus froide, la voix de la femme résonnant. « Aidez-moi !» Qui était-elle, et pourquoi l'entendaient-ils tous les deux? Luc et Hank décidèrent de localiser le signal. Hank avait un scanner radio, et la CB de Luc avait un indicateur de force de signal. Ils triangulèrent du mieux qu'ils purent à travers la tempête, la voix de la femme une plainte constante, les parasites montant et descendant avec les éclairs. Luc roula vers le nord, suivant les indications de Hank, la route s'enfonçant plus profondément dans les Appalaches, la forêt plus dense, la pluie incessante. Le signal se renforça près d'une vieille route forestière, à peine un chemin, envahi de mauvaises herbes, les arbres se refermant. La voix de Hank grésilla. « J'ai un signal fort, il y a une tour radio abandonnée plus loin. » C'était WVR Dispatch. Fermée dans les années 80 après la disparition d'une opératrice. Elle s'appelait Marie-Clean. « Tu penses que… » Luc ne répondit pas, son esprit tourbillonnant. Marie-Clean 1982, la Chevy verte. Les pièces s'assemblaient, mais ne collaient pas. Le signal culmina alors qu'il atteignait la tour, une structure rouillée se dressant dans la tempête, ses câbles oscillants, la base entourée d'une cabane délabrée, fenêtre condamnée, la porte pendant sur ses gonds. Luc se gara, la voix de la femme devenant un cri. « Aidez-moi, il ne me laisse pas partir. » Puis la CB se tut, les parasites disparus, le silence pesant. L'air dans la cabine devint glacial, l'odeur de moisissure plus forte, la pluie ralentissant en bruine.
Que s'était-il passé avec Marie? Et pourquoi sa voix l'avait-elle conduit ici? Luc sortit, lampe torche en main, la forêt murmurant, la tour grinçant dans le vent. Hank arriva une minute plus tard, les phares de son camion perçant l'obscurité, son visage pâle alors qu'il rejoignait Luc. « Le signal est parti », dit Hank, brandissant son scanner. Mais je jure qu'elle a crié juste avant que ça coupe. Ils s'approchèrent de la cabane, la porte claquant dans la brise, l'air à l'intérieur humide et lourd, sentant la pourriture et les vieux appareils électroniques. À l'intérieur, ils trouvèrent un bureau de dispatch rouillé, des papiers éparpillés, jaunis par le temps, certains tamponnés, WVR Dispatch 1982. Une photo sur le mur montrait une jeune femme blonde, souriante, étiquetée « Marie Clean, opératrice de l'année ». Le sang de Luc se glaça, l'odeur de moisissure l'étouffant, l'air devenant plus froid, la forêt à l'extérieur silencieuse. Hank trouva un registre, la dernière entrée datée du 14 juillet 1982. Marika de service. A signalé une Chevy verte qui la suivait après les heures. Semblait effrayée. Plus de contacts. La voix de Hank trembla. Ils ne l'ont jamais retrouvée. Les flics ont dit qu'elle s'était enfuie, mais les camionneurs de l'époque juraient l'entendre sur la CB pendant des années, même mot. Ils ne me laissent pas partir. Ils pensent que celui qui était dans cette Chevy l'a eu. Luc se tourna pour partir, la cabane semblant plus petite, l'air plus lourd, mais en sortant, il se figea. La portière de sa cabine était ouverte, il l'avait verrouillée. La CB crépitait doucement, sans voix, juste des parasites. Mais l'air à l'intérieur était glacial, l'odeur de moisissure devenue celle de la pourriture, comme si quelque chose de mort avait été assis là. Qu'est-ce qui avait ouvert la porte, et pourquoi se sentait-il observé? Luc et Hank s'enfuirent, sautant dans leur camion, la tour s'effaçant dans le rétroviseur alors qu'ils fonçaient vers la route principale. La CB resta silencieuse, la tempête s'apaisant, les étoiles perçant à travers les nuages. Luc roula jusqu'à Morgantown, livra sa cargaison bien après minuit, mais la nuit s'accrochait à lui, l'odeur de pourriture persistant, la cabine plus froide qu'elle n'aurait dû l'être. Il n'arrêtait pas de regarder le siège passager vide, mais l'air semblait lourd, comme si quelqu'un était là, à l'observer. Il arrêta le camionnage un mois plus tard, les routes secondaires trop effrayantes, le silence trop assourdissant. Il déménagea à Charleston, prit un emploi dans une scierie, essayant d'oublier. Mais chaque été, les camionneurs sur ces routes des Appalaches commencèrent à parler sur la CB d'une voix de femme implorante, en boucle. « Aidez-moi, il ne me laisse pas partir ». Certains passaient devant l'épave de la Chevy verte, rouillée et vide, d'autres suivaient le signal jusqu'à la tour, ne trouvant que le silence. La plupart des chauffeurs évitaient l'endroit pendant les tempêtes, disant que Marie Clean était encore là, piégée par celui qui ne la laissait pas partir. Un petit matin dans son appartement de Charleston, Luc sentit un frisson. Il avait gardé sa vieille CB sur une étagère, un souvenir. La pièce devint froide, l'air saturé de pourriture, la CB grésillant toute seule. Sa voix perça, douce et implorante. « Aidez-moi, il ne me laisse pas partir ». Le siège passager craqua, l'air glacial, une ombre scintillant au coin de son œil. Luc arracha la prise, le cœur battant, la pièce gelée, la voix s'estompant mais le craquement revint, plus proche. Marie Clean, la tour, la plainte sans fin, elle était là. Est-elle encore sur ces routes secondaires, sa voix piégée dans les parasites, attendant que quelqu'un la libère? Story number 5. La route à travers la terre rouge. C'était une soirée chaude et poussiéreuse de fin de printemps. L'air de l'Oklahoma lourd de l'odeur de la terre sèche et de l'herbe cassante alors que le soleil plongeait sous l'horizon. Caleb Monroe, un camionneur de 41 ans à la carrure large, aux yeux noisettes fatigués et portant une casquette tachée de sueur, transportait une cargaison de machines agricoles de Tulsa à un acheteur près de Talca, près des terres de la nation Cherokee. Son International LT 625 de 2018 grondait sur une autoroute à 2 voies, la cabine imprégnée d'une odeur de graisse et de la note métallique des machines sur la remorque plateau. Il était sur la route depuis 7 heures, le dos raide, les mains fermes sur le volant, le ciel d'un orange profond, les étoiles commençant à apparaître. Il était en retard, l'acheteur attendant la livraison avant la nuit, et l'autoroute était ralentie par des travaux. À une station-service à Muskogee, un local à un vieux Cherokee au visage marqué et aux yeux perçants suggéra un raccourci. Une route de terre appelée le sentier de la Terre Rouge, traversant des terres agricoles, économisant un bon bout de temps. « C'est calme, dit l'homme, la voix basse, mais ne t'arrête pas, quoi que tu vois. » Caleb hocha la tête, le remercia et prit le détour, l'asphalte cédant la place à de la terre rouge, les champs de chaque côté remplis d'arbres morts et de parcelles vides jonchées d'épouvantails.
Pourquoi l'avertissement de l'homme restait-il dans son esprit? Et pourquoi cette route semblait-elle si étrange? Le sentier de la terre rouge s'étendait devant lui, un chemin étroit de terre rouge douce, bordé de champs arides, les cultures mortes depuis longtemps, le sol craquelé et sec. Des arbres squelettiques se dressaient de chaque côté, leurs branches griffant le ciel, projetant des ombres irrégulières dans la lumière déclinante. Des épouvantails parsemaient les champs, des dizaines, leurs visages de toile de jute affaissés, leurs membres de paille tombant, certains sans bras ou tête, leurs piquets de bois usés et éclatés. Les pneus de Caleb soulevaient de la poussière rouge, l'air devenant brumeux, la cabine plus étouffante, l'odeur de graisse se mêlant à celle de la terre qui s'infiltrait par les aérations. Il alluma la radio, de la musique country douce crépitant à travers les parasites, mais cela apaisait peu la tension qui montait dans sa poitrine. La route était trop calme, les champs trop immobiles, les épouvantails trop nombreux, comme des sentinelles silencieuses suivant chacun de ses mouvements. Alors que le ciel s'assombrissait en un violet profond, il remarqua quelque chose d'étrange, des silhouettes dans les champs, debout parmi les épouvantails, mais elles n'étaient pas normales. Elles étaient trop grandes, 2 mètres ou plus, leurs formes trop minces, leurs membres trop longs, et elles restaient trop immobiles, ne vacillant pas dans la brise. Caleb ralentit, plissant les yeux à travers le pare-brise, l'air plus lourd, la poussière plus épaisse. Étaient-ce des gens? Non, trop grands, trop rigides, comme des ombres taillées en statue. Que étaient-ils, et pourquoi semblaient-ils vivants? Il continua à rouler, les silhouettes apparaissant plus souvent, dispersées dans les champs, leurs formes plus nettes dans les phares de longs bras osseux, des têtes sans visage, debout, immobiles, face à la route. Le cœur de Caleb battait fort, la radio se coupant, ne laissant que des parasites, la cabine plus froide malgré la nuit chaude, l'odeur de terre devenant aigre, comme de la pourriture. Puis, un des épouvantails bougea. Il était à 50 mètres devant, son visage de toile de jute se tournant vers lui, ses orbites vides noires, son corps de paille grinçant alors qu'il pivotait sur son piquet, fixant son camion. Caleb pila, le camion dérapant, la terre rouge volant, sa respiration s'arrêtant. « Nom de Dieu !» murmura-t-il, attrapant une lampe torche sur le tableau de bord, le faisceau tremblant alors qu'il visait l'épouvantail. Il ne bougea plus, mais sa tête resta tournée, le fixant, les autres silhouettes dans le champ tournées vers lui aussi, leurs formes grandes et minces immobiles mais attentives. L'air vibrait d'un bourdonnement grave, comme un chant, trop faible pour être compris, venant des champs. L'instinct de Caleb lui criait de faire demi-tour, mais la route derrière lui semblait plus étroite, la terre plus molle, les champs plus proches, comme s'ils avalaient le chemin. Il écrasa l'accélérateur, le camion bondissant en avant, la tête de l'épouvantail le suivant alors qu'il passait, le bourdonnement devenant plus fort, les silhouettes dans les champs formant une armée silencieuse. Que observait-il? Et pourquoi la route semblait-elle vivante? Plus Caleb s'enfonçait, pire cela devenait. La route de terre se ramollissait, la terre rouge se transformant en boue, ses pneus s'enfonçant, le camion luttant pour avancer. Il jeta un œil à l'odomètre, il n'avait parcouru que 10 miles, mais on aurait dit des heures, les champs sans fin, les épouvantails se multipliant, leurs visages de toile tous tournés vers lui, leurs ombres s'étirant sur la route dans les phares. Les grandes silhouettes se tenaient plus près maintenant, certaines au bord du chemin, leurs longs bras pendants, leurs têtes sans visage inclinées, comme si elles écoutaient. Le bourdonnement se transforma en murmure des mots cherokees, se chevauchant, implorant, coléreux, trop rapides pour être saisis. Les mains de Caleb tremblaient, la cabine à 15 degrés Celsius malgré le chauffage, l'odeur aigre de pourriture plus forte, l'air épais de poussière et d'autres choses, comme du vieux sang. Plus tard dans la soirée, la route commença à disparaître, d'abord les bords, s'effritant dans les champs, puis le centre, la terre s'affaissant, le camion s'enlisant, les pneus tournant, la boue rouge éclaboussant le pare-brise. Il tenta de reculer, mais le camion ne bougeait pas, la boule aspirant plus profondément, les champs se refermant, les épouvantails et les grandes silhouettes bordant maintenant la route, leurs formes se mélangeant, se rapprochant. Le téléphone de Caleb n'avait aucun réseau, le GPS tournait en rond, l'écran affichant aucun itinéraire trouvé. La radio crépitait, une voix faible perçant pas de l'anglais, mais du cherokee, chantant, les mots lourds de chagrin. Conduisait-il vers Talca, ou la route l'emmenait-elle ailleurs? Caleb coupa le moteur, le silence assourdissant, les murmures plus forts, les grandes silhouettes maintenant aux portières du camion, leurs longs doigts frôlant les vitres, laissant des traînées dans la poussière. Il verrouilla les portières, sa respiration embuant la cabine glaciale, la température tombant à 10 degrés Celsius, l'odeur de pourriture étouffante, le chant résonnant dans ses oreilles. Il attrapa sa lampe torche, l'éclairant à l'extérieur, les silhouettes avaient disparu, mais les épouvantails étaient plus proches, leurs piquets déracinés, debout dans la boue, leur visage de toile à quelques centimètres des vitres,
leurs orbites noires et sans fond. L'un d'eux leva une main de paille, tapant sur la vitre toc, 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 le son résonnant, la cabine tremblant, la température tombant à 4 degrés Celsius, du givre rampant sur le pare-brise. Caleb hurla, « Laissez-moi tranquille !» Mais le tapotement continua, le chant plus fort, les mots plus clairs, « Prends-le, prends-le !» Il tenta de redémarrer le moteur, le camion rugissant mais coincé, la boue plus profonde, la route disparue, les champs l'avalant, les épouvantails pressés contre la cabine, leurs corps de paille grinçant, les grandes silhouettes réapparaissant, dominant le camion, leurs ombres emplissant la cabine. L'esprit de Caleb s'emballa, il ne livrait pas les machines. La route le livrait, lui. À quoi, et pourquoi? Le temps se déforma à des heures, peut-être des minutes. Tout semblait faux, tordu. Plus tard dans la nuit, le camion bondit, la boue le relâchant, la route réapparaissant, dure et sèche, les champs reculant, les épouvantails et silhouettes disparues, le champ s'évanouissant en murmures. Caleb écrasa l'accélérateur, le camion fonçant en avant, le sentier de la terre rouge s'étendant, le ciel clair, les étoiles brillantes. Il atteignit une route pavée, l'autoroute vers Talca, le GPS se rallumant, indiquant qu'il était à 5 miles de l'acheteur. Il livra les machines tard dans la nuit, l'acheteur un Cherokee silencieux signant sans un mot, ses yeux s'attardant sur Caleb, comme s'il savait quelque chose. Caleb repartit vers Tulsa, la cabine se réchauffant, l'odeur de pourriture s'estompant, mais les murmures persistaient, le tapotement résonnant dans son esprit. Il demanda des nouvelles dans un dîner le lendemain, la voix tremblante, décrivant la route, les silhouettes, les épouvantails. Une vieille serveuse, Cherokee elle-même, pâlit. Le sentier de la Terre Rouge, ce n'est pas juste une route, dit-elle. C'est un cimetière ancien, sacré, d'avant le sentier des larmes. Les esprits là-bas ne reposent pas, les grands, des protecteurs, et les épouvantails. Ce sont des marqueurs, pas juste de la paille. Ils prennent parfois des gens, ceux qui n'ont pas leur place, pour régler de vieux comptes. Tu as de la chance d'en être sorti. La gorge de Caleb se serra, le tapotement résonnant, le chant entend, prends-le. Qui visait-il, et pourquoi lui? Caleb arrêta le camionnage un mois plus tard, les chants trop effrayants, le silence trop pesant. Il déménagea à Oklahoma City, prit un emploi dans un entrepôt, essayant d'oublier. Mais chaque printemps, les camionneurs près des terres Cherokee commencèrent à parler sur la CB du sentier de la Terre Rouge, des épouvantails bougeants, des grandes silhouettes dans les champs, des pneus s'enfonçant, des routes disparaissant. Certains n'en ressortirent jamais, leurs camions retrouvés vides, garés dans les champs, des épouvantails montant la garde, la Terre Rouge tachée plus sombre, comme du sang. La plupart des chauffeurs évitaient l'endroit après la tombée de la nuit, disant que les esprits étaient toujours là, attendant de livrer le prochain intrus. Un petit matin dans son appartement d'eau cassée, Caleb sentit un frisson. Il avait gardé un petit souvenir, un charme Cherokee que la serveuse lui avait donné, suspendu sur une étagère. La pièce devint froide, l'air aigre de pourriture, le charme vibrant. Un murmure perça, doux et chantant, « Prends-le ». La fenêtre s'embua, de la terre rouge maculant la vitre de l'extérieur, l'ombre d'un épouvantail se dressant, son visage de toile pressé contre le carreau, ses orbites noires. Caleb trébucha en arrière, le cœur battant, la pièce glaciale, le tapotement commençant toc, toc, toc. Il n'avait pas été près du sentier, mais les esprits l'avaient retrouvé. Sont-ils encore là sur le sentier de la Terre Rouge, leur chant vivant, attendant de livrer la prochaine âme à la Terre Rouge?